Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer dans les studios de Canal Sud 92.2. Une émission mensuelle portée par l'association Tilt basée à Toulouse pour parler culture et parler queer. Pendant 1h30, cette émission sera l'occasion de décortiquer l'actualité, questionner nos préjugés et aborder des sujets épineux souvent laissés de côté. On y parlera d'initiatives locales et de militantisme, de violences conjugales, de racisme systémique et de privilèges blancs, de ripostes féministes et de justice restaurative, d'intégration et de call-out dans les milieux queer, de violence et d'autodéfense médicale. De tous les sujets qui nous hérissent le poil ou qui nous font vibrer. Une émission située sous le prisme féministe et queer. Un espace pour donner la parole aux personnes concernées et aux professionnels travaillant dans ces domaines. En bref, de l'actualité, des tabous, de l'humour, des invités, des chroniques et de la musique. Animée avec douceur, radicalité et ressources. L'émission d'aujourd'hui est dédiée à la famille, aux familles queer, aux faire-famille. Comment les personnes queer réinventent, interrogent les modèles familiaux traditionnels. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accompagnés de deux invités, Kelly et Laszlo. Laszlo est parent et doula. Tu nous expliqueras ce que ça signifie tout à l'heure. Et il nous parlera de son rôle et de ses perceptions dans l'accompagnement des familles. Kelly est parent et nous partagera son expérience personnelle et comment Yel a créé sa propre version de la famille. Les familles queer, qu'elles soient composées de deux mères, de pères, de familles recomposées ou de familles homoparentales, souvent perçoivent les choses différemment des modèles familiaux classiques comme la famille nucléaire. Elles remettent en question les normes établies et parfois doivent faire face à des obstacles sociaux et culturels pour faire entendre et reconnaître leur manière de faire famille. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ces familles se construisent, quelles valeurs elles transmettent à leurs enfants et comment elles défient les attentes sociales liées à la parentalité, à l'éducation et au rôle traditionnel. Nos invités vont partager leurs histoires et leurs visions pour nous aider à mieux comprendre comment, au-delà des stéréotypes et des attentes, les familles queer réinventent, réinterrogent les modèles familiaux. Avant de continuer, nous allons faire un tour de présentation des personnes autour de la table. Bonjour, moi c'est Jo. Je me définis comme une personne blanche, queer et non-binaire. Je pense que ce qui est important de préciser aujourd'hui au vu du sujet, moi je ne suis pas parent. Voilà, j'ai pas d'enfant. J'ai une famille et j'ai aussi une famille que j'ai choisie de cœur. Et je co-animerai l'émission avec Amy aujourd'hui. Je me présente ? Ouais, vas-y. Ok. Du coup, moi, je me définis comme Gwyn, queer, afrodescendante, valide, militant pour l'accès et les droits à la santé relationnelle, affective et sexuelle pour les personnes queer et les minorités de genre. J'ai pas d'enfant non plus. Je me suis longtemps questionnée sur devenir parent. J'ai, pendant un bon moment, eu un projet de coparentalité avec un ami qui n'a pas abouti aujourd'hui. Voilà, donc c'est une question qui me traverse énormément sur plein d'aspects et voilà, qui est encore en questionnement, une question en questionnement. Ok. Kelly ? Alors moi c'est Kelly, je m'identifie comme une personne queer, blanche et non-binaire. On va dire ça pour aujourd'hui. C'est assez intimidant de mettre toutes ces définitions d'un coup devant tout le monde. Et je suis parent, on va dire, de 2 enfants, dont un qui est une fille, ma fille de cœur, donc sur laquelle je n'ai pas d'autorité parentale, mais on en parlera plus tard. Et moi je suis Laszlo, je suis un homme trans blanc, non-binaire, bisexuel. Je suis aussi parent de 2 enfants. Et professionnellement, je suis un doula militant et communautaire pour la communauté queer et les personnes neuro-A. Merci. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de la famille, des familles et de ce que cela signifie. La famille, c'est plus un modèle unique et c'est chacune qui l'a construit à sa manière. Avant de continuer l'émission, on souhaitait vous prévenir, avant de continuer, que les termes abordés peuvent contenir des contenus sensibles ou des sujets sensibles tels que l'homophobie, la transphobie, les violences médicales, les violences intrafamiliales et les violences sexistes et sexuelles sur mineurs. Voilà, ça c'est posé.
Alors, avant d'aller plus loin, j'avais envie de définir les termes du mot famille et du mot queer pour nos auditorices. Du coup, quand j'ai regardé qu'est-ce que ça voulait dire famille, quand j'ai tapé ça sur Google, la barre de recherche, j'ai une image qui m'est apparue déjà, c'était un papa, une maman blanc avec 2 enfants blonds. J'étais là, ok. Mais la définition, j'étais là, ouais. J'ai trouvé ça un peu intense. C'était la définition et l'image de Wikipédia. Mais si on va dans d'autres définitions, c'est un ensemble de personnes qui vivent sous le même toit et qui sont unies par le sang ou des alliances et qui composent un groupe. Voilà, ça c'est la définition du mot famille selon différents dictionnaires. Je vous passe celle de l'Académie française qui est très manif pour tous. Et le mot queer, avant, ça a été une insulte qui voulait dire bizarre, étrange, inhabituel, qui était employée pour désigner les personnes qui ne se conformaient pas aux attentes des normes sociales, de ce qu'on attendait des personnes. Et donc ça a apparu dès le 16e, 19e siècle et ça a été réapproprié par la communauté LGBTQIA+, dans les années 80-90 et c'est devenu un terme inclusif pour définir plusieurs identités de genre et des orientations sexuelles dites minoritaires. Voilà, ça c'est pour la définition des termes. Moi je voulais commencer avec une citation de Gabrielle Richard, qui est une sociologue canadienne, qui a écrit un livre qui s'appelle « Faire famille autrement ». C'est une enquête sociologique auprès d'une quarantaine de parents queer qui vivent en Europe et en Amérique du Nord. Et dans une de ses phrases, elle dit « Les hétéros ont des familles et les queers font famille ». Du coup, moi, j'aimerais vous inviter à nous partager votre définition de la famille et du mot queer. Grande question. Pour moi, c'est toujours plus facile de rebondir avec ce que j'ai entendu. Et on va dire la seule chose dans la définition qui a été donnée au tout début, sur laquelle j'ai tiqué, c'est vivre sous le même toit. Dans mon expérience et dans des expériences que j'ai pu observer autour de moi des familles queer, c'est pas une obligation du tout. Et au contraire, je pense que ça peut être un piège pour beaucoup. Donc ça peut être différemment. C'est vrai que dans la définition que tu as donnée, en fait, on pourrait l'étirer un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'une famille dans l'ordre hétéro-cis-patriarcal dans lequel on vit? Donc effectivement, c'est 2 parents, pas plus, pas moins, qui sont de la même couleur, de la même ethnie, qui vivent sous le même toit, qui sont mariés et qui ont, non pas un, parce que c'est pas assez, mais au moins 2 enfants, qui leur sont tous les 2 biologiquement liés. Et tant qu'à faire, ils les ont eus sans aide médicale, vraiment dans l'intimité, sous la couette. Du coup, on voit bien que les personnes queer vont avoir quelques difficultés à remplir tous ces critères, parce que déjà, quand il n'y a pas de gamètes complémentaires, donc j'entends quand il n'y a pas de sperme et d'ovocytes disponibles, parce que par exemple, les parents sont 2 mères lesbiennes, on ne peut pas être tous les 2 liés biologiquement à nos enfants. En plus, comme Kelly le disait tout à l'heure, on est parfois des parents sociaux, donc qui n'ont pas de droit sur les enfants. Du coup, là, à nouveau, ça pose problème. On aura beau être marié, on n'aura pas forcément un livret de famille qui va nous représenter justement. Bon, voilà, oui. pour tenter de compléter un petit peu. Merci. On peut aujourd'hui voir différents modèles familiaux, tels que les familles homoparentales, les familles choisies, dont Jo parlait tout à l'heure, l'entourage proche, les amis et ou les partenaires qui se choisissent mutuellement, mais aussi des modèles de coparentalité entre amis. On va écouter Gabrielle Richard, sociologue du genre et chercheuse associée à l'Université de Paris-Est Créteil et à la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'Université du Québec à Montréal. La personne ou les personnes avec lesquelles on est coparents d'un enfant donné n'ont pas nécessairement à être aussi nos partenaires sexuels, nos partenaires amoureux. Les enfants ne sont pas confus si ils sont face à 2 adultes qui ne cohabitent pas. D'ailleurs, c'est le fait de beaucoup de familles hétérosexuelles séparées ou divorcées, donc c'est pas quelque chose qui est propre aux parents queer. Ce qui est propre aux parents queer dans ce contexte-là, c'est le fait de décider ça de façon volontaire.
Donc, ça fait l'objet d'un choix conscient, c'est un de leurs succès. Plus on est d'adultes impliqués directement comme coparents ou indirectement comme partenaires de parents, bien, plus on est susceptible justement de se développer de façon complète et de tirer profit de la pluralité des ressources qui nous sont disponibles en tant qu'enfants. Dans cette capsule sonore, Gabrielle Richard nous parle de coparentalité sous le prisme queer, c'est-à-dire quand c'est un choix volontaire et conscient. Un projet parental qui se construit à plusieurs, en dehors des liens romantiques amoureux. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel est votre parcours et comment s'est créée votre famille ? Alors moi, en fait, j'ai eu mes 2 enfants dans un contexte très hétéro-like, en fait, dans le sens où quand j'ai eu mon premier enfant, je n'avais pas encore réalisé que j'étais une personne trans et j'étais avec quelqu'un qui n'avait pas non plus encore réalisé toute sa queeritude, on va dire. Donc aux yeux des personnes extérieures à notre couple, on était un couple hétéro qui avait fait un enfant de façon naturelle et traditionnelle, on va dire. Et c'est suite à l'arrivée de cet enfant qu'on a tous les deux réalisé qu'on n'était pas à l'aise dans cette posture de parents hétéros et qu'on s'est beaucoup questionné, qu'on a fait nos coming out l'un et l'autre. Et du coup, l'arrivée de notre deuxième enfant était un poil plus complexe parce qu'à ce moment-là, on était tous les deux out. Donc, avoir mes enfants, les fabriquer, entre guillemets, ça a été fort simple puisque il y avait des gamètes complémentaires, il y avait quelqu'un qui était disposé à porter les enfants, c'était assez facile. Par contre, c'est socialement que ça a été plus complexe et qu'on a pu vivre une expérience que j'ai assez peu retrouvée de par ailleurs, à savoir, on a eu notre premier enfant et tout le monde pensait qu'on était une famille classique, une famille hétéro, et on a eu notre deuxième enfant et on était des gros queer schlagos out et tout ce qu'il faut. Et du coup, c'est pas mal depuis l'arrivée de ce deuxième enfant qu'on redéfinit beaucoup plus notre conception de la famille et notre envie de la vivre, dans quelle modalité, voilà. Alors, par où commencer ? On va dire que ce qui m'a parlé dans la capsule sonore, c'est le choix. Et donc, je dirais que la famille choisie dans laquelle je vis actuellement, elle est vraiment issue d'un choix et de multiples choix et d'un parcours de décision. En fait, on va dire, quand mon enfant donc, était encore assez petit, donc là, c'était il y a que 2 ans, j'ai l'impression que c'était il y a 10, c'était une période où j'allais vraiment pas bien et j'ai donc une de mes meilleures amies qui m'a proposé de m'héberger pendant un temps, le temps que je me remette un peu sur pied. Et en fait, je suis jamais partie. En fait, on avait quelques appréhensions ensemble à vivre sous le même toit. Et le fait de l'expérimenter, de se laisser de la place, de savoir ce qui nous faisait peur dans une potentielle cohabitation, a fait qu'en fait, on s'est sentis super bien, confortable, vraiment entouré d'amour, dans le soin. Et cette expérience, en fait, s'est jamais arrêtée. Et d'une cohabitation, on va dire, confortable, en fait, on a réalisé qu'on aimait vraiment vivre ensemble, que, en fait, s'occuper de nos enfants ensemble était très agréable, sachant qu'elle est dans un couple hétérosexuel. Et ils avaient déjà pris la décision de, eux, ne pas vivre ensemble, mais on vit sur le même lieu. Donc, elle et moi, on habite ensemble, majoritairement avec nos enfants 1 semaine sur 2. Et les papas, pour le coup, eux, habitent dans leur maison. Le papa de ma fille habite à 1 demi-heure de route et le papa de l'autre enfant habite sur place. Donc ça, c'est un petit peu un micmac, mais on s'en sort très bien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que de cette joie, en fait, de vivre ensemble et d'expérimenter cette coparentalité, c'est là où, petit à petit, en fait, on a construit nos liens et qu'on a pris chaque petite décision de savoir quelle attente, du coup, ça nous ça nous est développé, quel obstacle dans la parentalité, est-ce que les enfants vont être d'accord de vivre ensemble ? Voilà, c'est des questions petit à petit qu'on a dû se poser. L'endroit où on vivait étant trop petit, il fallait juste déménager de bâti dans le petit hameau, on va dire, où on vit. Mais voilà, est-ce qu'on impose ça aux enfants ? Donc ça a créé des questions un petit peu de famille recomposée, mais tout en ayant la sensation que de s'appeler famille recomposée, c'était aussi étrange. Parce qu'on n'est pas un couple
comme on l'entend, le couple romantique qu'on entend parler dans la société. Donc, en fait, on était toujours un petit peu perdus en se posant les questions de ce que tout le monde attendrait de nous. C'est pas très clair, mais... et donc, c'est vraiment en s'écoutant dans notre propre expérience, sans vraiment essayer de coller au modèle, on va dire, hétéronormatif, qu'on a pu trouver petit à petit notre chemin et aujourd'hui vraiment se dire une famille choisie. Ça me fait penser à ton modèle familial dans cette maison, dans cette grande maison avec ta mère et... Pardon, je te prends de court. Ouais. De quoi elle veut parler? Ah ouais. Alors moi, pour situer, quand j'avais 7 ans, mes parents sont divorcés. Un couple de parents hétéros. Et ma mère est partie vivre avec sa meilleure amie qui l'a invitée. Et du coup, j'ai vécu pendant 3 ans dans une grande maison à la campagne avec ma mère, ma sœur, la meilleure amie de ma mère et sa compagne de l'époque et sa fille. Et puis ensuite, il y a eu une nouvelle compagne et aussi des nouveaux enfants. Mais du coup, on vivait tous ensemble sous le même toit. Mais en fait, moi, j'ai eu ces figures où j'ai remarqué que mon enfance, elle a été marquée, où j'ai pu avoir d'autres références de parents, de personnes, notamment de femmes qui m'ont éduquée et qui étaient présentes pour moi, autres que mes parents. Et j'ai trouvé ça, en fait, par la suite, hyper précieux, parce que j'avais toujours un adulte, soit pour me proposer des activités, soit pour me consoler, soit avec qui je pouvais parler, autre que mes parents. Et je me suis rendu compte bien après que ça m'avait vachement enrichi, parce que j'avais d'autres références, d'autres modèles, où des fois, quand t'as pas envie de parler à tes parents, parce que tu les trouves pour que je ne sais quelle raison, à ce moment-là, t'as pas envie d'être en lien avec eux, d'avoir d'autres ressources, d'autres parents, moi j'ai trouvé ça hyper précieux. Et ça m'a beaucoup donné des modèles hyper inspirants par la suite, en fait, parce qu'on m'a montré que je pouvais faire ce dont j'avais envie, ce que je voulais, quoi. Enfin, c'est ça, avec ces valeurs-là, que j'ai été élevée, quoi. Ça fait du bien d'avoir ton témoignage, du coup. Et ça me fait penser que souvent, Ishan et Aziri, qui sont donc les 2 enfants avec qui on vit, ont eu toute une période où elles disaient « on a 2 papas et 2 mamans ». Donc elles auto-adoptaient les parents de l'une et de l'autre. Et elles jouent, elles composent beaucoup avec ça. Autant, je pense, émotionnellement, quand ça peut les rassurer, et autant ça les arrange, comme tu dis, quand un parent n'est pas disponible ou énervé. Et il y a toujours quelqu'un de disponible, en fait, pour elles. Ouais, moi je trouve que du coup ça remet aussi en question que quand généralement le modèle classique de faire des enfants c'est 2 personnes et de l'élever, c'est peu en fait. Enfin moi je me dis que c'est très peu, il y a beaucoup de charges, beaucoup de pression contre un enfant, beaucoup d'attentes. Enfin, moi j'en ai pas, mais des fois rien que le fait d'avoir eu des frères et des sœurs qui sont plus petits que moi, la pression que ça met, les responsabilités qu'il y a, je me dis, mais alors en tant que parent, c'est doublé, voire triplé. Et moi du coup, je pense que du coup, je trouve ça hyper rassurant, et que dans les 2 cas, quoi, que tu sois enfant ou que tu sois parent, de pas être seul. Oui, je suis bien d'accord. Et je trouve que je trouve ça chouette. Moi, j'ai des copaines aussi qui habitent en Ariège et qui vivent dans un collectif, un petit hameau, disons. Et qui, pareil, en fait, du coup, les enfants ont plein d'adultes de référence. Et je trouve que ça apporte une telle richesse, en fait, de perspective, parce que chaque adulte est différent et va réagir différent face à différentes situations. Et je trouve ça vraiment très riche et hyper inspirant. On va se pencher un petit peu plus sur le métier de doula, Laszlo. Est-ce que tu voudrais bien nous expliquer ce qu'est un ou une doula ? Alors, un ou une doula, c'est un ou une accompagnante périnatale. Donc, la périnatalité, c'est la période pendant laquelle la parentalité va s'inviter dans notre vie, que ce soit volontaire ou non, et que ce soit le bon moment ou non. Donc, ça va être le moment du désir d'enfant, le moment de la grossesse, de la naissance, de l'allaitement, de la petite enfance, mais ça peut aussi être la période, par exemple, d'un deuil périnatal ou d'un avortement. Donc, en tant que doula, on est là dans ces différentes étapes pour être un soutien émotionnel, informationnel et logistique aux parents, aux futurs parents ou aux non-parents, du coup. C'est une profession qui n'est pas reconnue par l'État, en conséquence de quoi chacune peut exercer son métier un peu comme elle l'entend,
du coup ça nous donne une très grande liberté, mais forcément il y a des conséquences à tout ça. Des conséquences financières, par exemple, pas de Par prise en exemple, charge. exactement. Ouais. Moi, ça m'offre une grande liberté dans le sens où je suis un doula militant. En fait, c'est ça. On va pouvoir tous exercer notre métier de façon différente, plus ou moins formelle ou informelle, avec différents statuts aussi. Mais par contre, c'est vrai que il est impossible d'être salarié quand on est doula. Il est impossible d'avoir une stabilité financière. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire et répéter aux très nombreux et nombreuses doulas qui ont envie de se lancer. Vous n'aurez pas de stabilité financière. Et justement, moi, pour parler d'argent, je pense que l'argent, ça devrait jamais être une question pour pouvoir accéder à un soutien, à un accompagnement, à du soin. Et c'est pour ça que moi, je me considère comme un militant, comme un doula militant, parce que en fait, je ne fais pas payer mes accompagnements, je pratique du don ou de la gratuité. Et du coup, d'ailleurs, maintenant, j'ai l'impression que mon métier de doula, c'est de moins en moins un métier, mais de plus en plus une façon de militer et de faire ma part de soins communautaires, on va dire. Et concrètement, quel est son rôle? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des exemples de ce que tu fais auprès des familles? Moi, souvent, on me contacte quand il y a une question, une appréhension liée au parcours périnatal. Une peur liée à la grossesse, à la naissance, à la suite de la naissance. Et du coup, moi, je vais donner des informations. Je vais dire vers où s'orienter pour savoir ce qu'on a besoin de savoir, ce qui impressionne les personnes dans leur parcours. Et je vais offrir du soutien émotionnel, beaucoup d'écoute, de l'écoute active. Je vais aussi offrir de l'aide logistique, en fait. Concrètement, on me demande souvent, mais il faut quoi pour avoir un bébé? Donc je vais fournir des petites listes. Je vais accompagner aussi dans les rendez-vous médicaux. En fait, je vais pouvoir un peu faire tampon entre les parents, futurs parents, et l'équipe médicale. Notamment, du coup, moi en fait, j'accompagne plus que des personnes queer. Et du coup, je vais être la personne qui appelle en amont les médecins pour prévenir que, oui, vous allez voir une personne qui est un homme et qui attend un bébé. Voici les écueils auxquels vous allez devoir faire attention. Je vais aussi potentiellement être présent pendant les naissances pour faire respecter les besoins, les envies des parents et notamment de la personne qui est en train d'accoucher. Pendant toute la grossesse, je vais aussi être la personne qui va dire si les parents n'y ont pas encore pensé dès le même, voilà les démarches administratives que tu vas devoir faire pour être sûr que vous soyez tous les deux, tous les trois reconnus comme des parents, sachant que du coup, je viens de dire une énormité parce que tous les trois parents ne seront pas reconnus, parce que c'est pas possible, mais voilà les décisions que vous allez devoir prendre pour être juridiquement protégé à la naissance de cet enfant. Moi, j'ai aussi une spécialité sur tout ce qui est allaitement. Du coup, je vais accompagner beaucoup d'allaitements, des allaitements par des personnes trans, des allaitements par exemple les couples de lesbiennes qui veulent allaiter toutes les deux, ce qui est possible. Et puis j'accompagne aussi les IVG de façon militante, parce que souvent quand on fait un IVG, on est un peu laissé avec sa douleur physique et ou émotionnelle. Et donc moi je suis là pour accompagner ça, pour donner des tips pour mieux le vivre, et puis à nouveau pour donner cette écoute active qui va être nécessaire à ce moment-là. Super, merci. On voit émerger dans les médias et la culture, encore timidement, mais ça arrive de plus en plus, des films, des séries, de la littérature, des représentations de modèles familiaux. De votre côté, est-ce que vous avez eu des modèles familiaux qui vous ont inspiré? Mais pas du tout. Oui, non. Moi, pour revenir un peu sur mon expérience perso, j'ai su très 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 tôt que je voulais des enfants, que j'en voulais plusieurs. J'avais un idéal de grande famille. Je réfléchissais, je voyais plein d'enfants qui couraient dans ma maison et plein de petites paires de bottes éparpillées partout. Sauf que j'étais incapable de me projeter sur le parent que je serais. Je n'avais aucune image de ça et je n'avais aucune image de qui seraient le ou les autres parents présents avec moi. Et pour cause, je n'avais pas encore compris que je ne serais pas une maman, mais autre chose. Et puis c'est pareil, j'avais du mal à me projeter par exemple avec un homme cis, donc un homme qui est un homme depuis sa naissance. Et c'est pareil, j'avais juste pas encore remarqué que j'étais une personne queer. Donc j'avais l'impression vraiment de naviguer à vue et de partir sur un grand océan dont je ne savais rien. J'avais pas de représentation de famille queer autour de moi. Je savais que ça existait, mais à cette époque, pour moi, c'était y a des mères lesbiennes et des pères gays qui passent par une GPA, et du coup ça me concerne pas.
Voilà. Et c'est maintenant, en fait, que je peux trouver des représentations de familles queer pour accompagner ma propre construction. Et toi, Kelly? Je te rejoins. Moi, j'ai grandi sans modèles familiaux différents que le modèle cisgenre. Mais alors vraiment pas du tout. J'ai eu beau creuser dans mes ménages, j'ai pas du tout eu d'exemple. Et c'est, je pense, une des raisons pour laquelle j'ai commencé dans un couple hétérosexuel. Et donc, il m'a fallu une rupture douloureuse pour vraiment aller chercher dans les tréfonds de mes entrailles et découvrir ce que j'étais vraiment. Et il m'a fallu encore quelques années de plus pour élargir complètement ma vision, mais je pense que ça, c'est pas que sur les questions de parentalité, ça a été aussi sur les questions d'identité de genre et tout ça. C'est comme, je sais pas, mettre la main quelque part et découvrir un univers infini de possibilités. Et je pense que c'est ça, moi, qui est le plus joyeux pour moi dans cette expérience parentale, c'est toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et donc les modèles, non, je les ai pas connus. Et c'est vrai que c'est maintenant, je pense, d'être rentrée dans la communauté queer qui a fait que j'ai rencontré beaucoup de personnes, et notamment des personnes qui ont fait le choix de parentalité différente. Donc maintenant que j'y suis, j'ai d'autres modèles, mais disons que ça reste encore quand même assez rare. Et du coup, même si on peut oser se poser des questions entre nous en soirée, oui, voilà, en Ariège, je sais quelles sont les familles queer, je vais pas en soirée le voir en disant « Alors, on peut faire ce qu'on fait là tout de suite à la radio, mais en live ». Donc je pense que ça donne envie de créer des cercles de parole de parentalité, mais même intra-départementales et nationaux, parce qu'on n'est pas des millions non plus. Et pour se connaître, se reconnaître, enfin, là, il y a plein de questions dont tu as parlé sur les parents sociaux, les droits qu'on n'a pas, la PMA, tout ça. Il y a tellement des milliards de questions qui nous traversent. Ça demande beaucoup d'énergie quand même, parce que l'accès à ces informations n'est pas du tout facilité. En effet, et il y a des rencontres nationales, je crois, qui ont lieu à Paris, de parentalité queer. Voilà, donc à creuser. Il y en a d'autres, ça commence à se diversifier un petit peu. Il y a un festival pour les familles queer à Bordeaux, dont le nom m'échappe à l'heure actuelle, mais on mettra dans la description du podcast. Ça fait moins loin déjà, c'est bien. Voilà. Et autour de Toulouse, dans le Tarn, et à Toulouse même, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc en fait, dans les mois qui viennent, il devrait y avoir des rencontres entre parents et futurs parents queer à Toulouse. Petit teaser. Et on sait avec quelle association, dans quel cadre ? Avec un doula militant qui s'appelle l'ASSO. On pourrait être tenu au courant de quand est-ce que ça se met en place en me suivant sur Instagram. Super. Chouette. On fera de la pub à la fin de l'émission. Tout à fait. Un des enjeux, me semble-t-il, dans cette optique de réinventer les modèles familiaux, c'est de réussir à s'extirper des rôles traditionnels genrés. On va donc écouter Billy Porter et ce qu'il a à nous dire sur la famille choisie. Billy Porter, qui est un chanteur, acteur afro-américain, connu pour son rôle dans la série Pose et dont Joe est absolument fan. Do not look for validation on the outside. Be your own validation. Speak life into yourself. Find your tribe. Find the tribe. Find your family. Find your chosen family who understands how to love you unconditionally. The end. Dans cette capsule, Billy Porter nous parle de trouver notre famille choisie qui comprend comment nous aimer de façon inconditionnelle. Ouais, moi j'avais choisi cette capsule, elle est tirée d'un documentaire qui s'appelle When Love Lies, ou Lives, je crois que c'est ça ouais, c'est ça, Lives. C'est un documentaire sur la place de la techno et des clubs, et notamment aussi comment... qu'est-ce que ces espaces ont fait exister pour la communauté queer et qui les a incarnés. Il est absolument super, je vous le recommande, il est sur YouTube. Et du coup, dans ce documentaire, il y a Billy Porter qui parle justement de cette famille choisie aussi. C'est des espaces, donc c'est pas forcément les familles les gens avec qui on a grandi, on a un lien de parenté, qui vont en fait faire en sorte qu'on se sent chez nous ou accompagné. La famille choisie, c'est ceux qui t'aiment de manière inconditionnelle, avec qui tu vis le beau, le moche. C'est ceux qui t'accompagnent dans ta vie dans plein de moments, quoi. Ça m'avait touchée. Et il y a aussi un livre qui a été écrit par Hélène
Giannichini, je sais pas si c'est la bonne prononciation, qui s'appelle Un désir démesuré d'amitié, qui parle d'amitié et raconter cette autre famille qu'on choisit et qui permet d'inventer des nouvelles formes de vie. Et du coup, cette autrice part à la recherche de son passé et explore la multiplicité des liens à l'œuvre de son existence. Voilà. Comme autre modèle, j'ai un ami avec qui j'ai passé le week-end qui m'a dit qu'il l'avait lu, qu'il était vraiment super. Voilà. Oui, j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Il est sur ma liste de livres à lire. Est-ce que pour vous, cette notion de famille choisie vous parle ? Alors moi, complètement, puisque c'est le cas. Je pense que c'est une définition très littérale, comme on dit. Et je pense que moi, dans mon expérience, c'est vraiment ce qui se reflète tous les jours. Et je pense que aussi, c'est ce qui m'aide à être vraiment dans le soin, notamment du coup avec ma partenaire de vie, donc Jess. Il y a vraiment cette notion de... J'ai choisi de... C'est pas juste j'ai choisi d'être en couple, puisque là c'est pas le cas, mais c'est vraiment j'ai choisi de faire famille, et en tant que personne qui donc était déjà parente et conscient des difficultés de la parentalité, des énormes difficultés que ça peut créer, et en conscience aussi de comment elle expérimente la parentalité, de ses joies et de ses difficultés, de vraiment décider d'être soutien de cette personne-là sur différentes phases et de parentalité et de soins personnels et de elle en tant que femme. Et c'est vraiment ce qui m'aide à donner le meilleur de moi-même au final, de ce choix qui va se refléter, puisque tous les jours il y a des choix à faire aussi autour de nos enfants, comment elles le vivent, comment elles nous considèrent, parce que par exemple le papa de ma fille Ishan, sa compagne, elle est considérée comme la belle-mère. Jess, elle n'est pas considérée comme la belle-mère, mais même pas par ma propre fille. C'est comme si je pense qu'il faudrait recréer des nouveaux mots, des nouveaux termes. Et ça, je pense que c'est important pour moi, parce que utiliser les termes qui sont standards, je sais pas, je m'y retrouve pas, ça me plaît pas, et en plus personne va les utiliser, et parce que ça colle pas, parce que c'est pas ça que les gens voient. Et donc je pense que voilà, ça donne envie de créer ces nouveaux mots. Donc nous on utilise maman de cœur, fille de cœur, pour vraiment exprimer qu'il y a un lien, une sensation filiale qui n'a pas besoin d'être expérimentée ou prouvée biologiquement. Voilà. Il y aurait tant de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de vivre ensemble sans être liés par le sang, tout ça. Je me demande si c'est pas l'avenir d'un peu toutes les familles queer du coin, dans le sens où moi aussi je vis dans un collectif. Il s'avère que du coup, justement, nous allons partir de ce collectif, entre autres choses, parce qu'on n'y trouve pas cette espèce de famille élargie qu'on aurait souhaité y trouver, et sans animosité, on va aller la chercher ailleurs. J'ai vraiment l'impression que cette notion de famille choisie, elle prend un tout autre sens quand on devient parent, et qu'on cherche du coup des personnes adultes supplémentaires pour entourer notre parentalité. Ça me fait penser à la définition d'Esther Perel. Je ne sais pas si vous connaissez cette psychologue qui parle beaucoup des relations et des familles, et qui dit que it takes a village, qu'on aurait besoin en fait d'un village pour élever, éduquer, accompagner des enfants dans ce début de vie. Définitivement. Et selon vous, comment les familles queer redéfinissent-elles les notions traditionnelles de la famille ? Est-ce que c'est le cas chez vous ? Tout à l'heure, on a parlé de rôle genré. Je pense que là, c'est un truc sur lequel les familles queer explosent toutes les normes. Parce que, bon, déjà, des fois, il n'y a juste pas un papa, une maman, ou une personne femme, une personne homme. Donc, à partir de là, forcément, les rôles genrés sont redéfinis. Nous, c'est quelque chose qu'on a constaté régulièrement, parce que mon enfant aîné dit régulièrement que c'est papa fait la cuisine, papa ne sait pas bricoler. Bon, alors c'est hyper genré, mais à l'inverse, du coup. Donc ouais, je pense que sur la définition, la redéfinition, la répartition des rôles genrés à la maison, on explose toutes les normes. Sur la question de la charge mentale aussi,
parce que du coup, on va pas avoir ce bullshit hétéro de la maman prend tout en charge et le papa fait un peu sa part dans son coin. Moi, c'est une question, puisqu'on a eu les questions avant d'être ici, à laquelle je ne sais pas pourquoi j'avais du mal à trouver à répondre. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau freeze sur cette question. Mais du coup, là, la discussion a ouvert quelques pistes. Je dirais que moi, sur les aspects peut-être où je me sens le plus m'écarter des normes, c'est... je dirais le fait qu'on ait fait des choix. Je suis toujours autour de ce choix. Je suis très pro-choix, en fait, au final. Ça se confirme. Et je pense que c'est l'exemple qu'on donne à nos enfants, et j'espère à d'autres, de pouvoir, en fait, réfléchir à ce qu'on veut vraiment, et qu'on n'est pas enfermé dans des obligations, coincés dans des schémas, coincés dans des couples qui nous font souffrir, dans des histoires d'amour qui nous font souffrir, parce que je pense que c'est aussi important je veux dire, c'est pas parce qu'on est queer qu'on n'est pas dans des histoires d'amour qui nous font souffrir. Et donc là, vraiment de montrer que c'est le soin et le respect qui est au centre de la relation, et de vraiment de co-construire une vie ensemble. C'est pas un jeu en soi. On peut jouer, mais c'est pas un jeu, et on a des difficultés au quotidien, et on galère, et sur tout un tas d'aspects, la vie économique, la vie sociale, les parents, la famille, c'est vraiment pas facile à gérer. Et donc je pense que c'est ça, de montrer tous les jours à nos enfants que on a choisi d'être ensemble, et que juste d'avoir le luxe de faire ce choix-là en France aujourd'hui, c'est énorme. Et il y a quelques jours, je le redisais aux 2 enfants, un matin, en disant: je suis tellement heureuse d'avoir choisi ça, ce mode de vie, que ça me permet aussi d'affronter les difficultés du quotidien. Voilà, je me suis un peu perdue dans ce que je voulais dire, dans mon envolée lyrique, mais... Quelque chose qu'on se disait aussi tout à l'heure hors antenne, c'était qu'en fait, en tant que personne queer, on challenge un peu les normes, pas que autour de la famille, un peu sur notre façon de vivre, de militer, tout ça. Et du coup, en fait, ce challenge des normes, on l'amène jusque dans notre cellule familiale. Par exemple, tu parlais de choix, en choisissant par exemple de ne pas avoir un métier... pas avoir un job salarié, régulier. C'est vrai qu'on a beaucoup cette image de papa-maman pose les enfants à la crèche le matin, ils vont travailler jusqu'à 18h, ils récupèrent l'enfant, un truc très métro, boulot, dodo, dans lequel j'ai l'impression qu'on est assez peu présent en tant que personne queer. Et du coup, forcément, ça crée des modèles différents pour nos enfants. On leur inculque pas cette idée que... à 18 ans, tu vas faire des études et après tu vas travailler toute ta vie jusqu'à la retraite. Moi, mes enfants, ils savent pas vraiment ce que c'est que avoir un métier régulier. En fait, ils ont jamais vu ça. Oui, on avait parlé de métier, puis alors je sais plus du tout à quelle question, si je vais dire quelque chose qui est à côté de la plaque, mais on parlait aussi donc des métiers, et là ça me fait penser à l'amour aussi, puisqu'on aime tous l'amour, on va pas se le cacher. Et du coup, je pense qu'en tant que représentation d'amour, encore une fois, moi je trouve ça énorme ce que j'expérimente, de pouvoir aussi expliquer aux enfants que Jess, elle aime le père d'Aziri, pour certains aspects de sa personnalité, pour certaines choses que lui va lui apporter, que eux s'entendent, vont avoir des passions communes, des choses qui vont les relier eux dans leur relation, qui vont coparenter, et que Jess, elle m'aime aussi moi, pour d'autres raisons, pour d'autres choses qui vont nous relier. Et moi j'aime Jess pour des raisons, et puis moi j'aime aussi Harry parce que je le connais en fait depuis qu'on est nés, et on coparente ensemble, et je suis très heureuse de vivre aussi avec lui, mais d'une autre manière. Et puis en plus moi j'en aime plein d'autres, donc c'est génial. Donc dessus on ajoute tout ça, des relations qui sont que moi je définis comme polyamoureuses. Donc en fait je trouve que c'est vraiment pas facile, et à la fois 1h30 c'est long parce que c'est à la radio, et en fait c'est court parce que les sujets qu'on peut aborder sont vraiment multiples, et voilà, c'est vraiment très beau de complexité pour moi.
C'est vrai que dans la famille cis-hétéro, il y a un truc très binaire vis-à-vis de l'amour et du mariage. C'est les parents, soit ils sont ensemble, soit ils sont pas ensemble. Et s'ils se séparent, alors ils vivent plus sous le même toit, ils vivent dans des maisons différentes. Et les enfants vont passer d'une maison à l'autre, ou bien alors ils vont rester dans une maison, et c'est leur maison, mais la maison de l'autre parent ne les concerne pas. Ils y vont éventuellement un week-end sur 2, mais pas forcément. Donc ouais, il y a quelque chose de ferme. C'est oui ou c'est non. Alors que... en tant que parent queer, même si on est séparés, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup plus de douceur dans la gestion de cet amour, en fait. Ça va être plus fluide, on va pouvoir continuer à coparenter vraiment, et pas seulement quand on doit se passer les enfants le vendredi soir, quoi. Ce que vous me faites penser, en fait, c'est une citation de Gabriel Richard qui dit « La famille nucléaire, c'est un peu comme une veste qui serait trop petite dans laquelle beaucoup de personnes se sentent très à l'étroit. Être queer, c'est agrandir cette veste. » Je pense que ça vient parler, appuyer ce que vous nous partagez. Oui, puis moi, c'est un peu comme des Legos, je trouve, la parentalité queer, ou la parentalité multiple, parce que je pense qu'elle pourrait même sortir de la queerness, mais en 2150. C'est marrant ce que tu dis là, parce que moi, mes parents, ils étaient hétéros, ils se sont séparés quand j'avais une dizaine d'années, et assez vite, ma maman, elle a retrouvé quelqu'un avec qui elle a eu une très longue relation, avec qui elle a encore relation maintenant, et mon papa, lui, il a eu plusieurs relations qui se faisaient, qui se défaisaient, des enfants qui venaient chez nous puis qui étaient plus là, puis tout ça. Et du coup, j'utilisais ce terme très exact de famille Lego. Moi, j'ai une famille Lego. Là, on a rajouté 2 pièces rouges, puis on a enlevé la pièce bleue, etc., etc. Et je pense que on parlait tout à l'heure de est-ce qu'on a des modèles avec lesquels on s'est construit. Moi, j'avais cette impression que la famille Lego, ça allait rester un peu pour toujours. Il y a des gens qui rentrent puis qui sortent, puis ça fait une tour plus ou moins grande, quoi. J'aime beaucoup cette image. On va faire une pause musicale. On va écouter Kate Tempest et Grian Chatten, I Saw Light. Grian Chatten est un musicien irlandais, surtout connu comme le chanteur principal et parolier du groupe post-punk Fontaine DC. Kate Tempest, figure étincelante du spoken word dans le monde anglo-saxon, aborde souvent ces sujets avec une sensibilité poétique et une réflexion profonde, explorant à la fois le poids des liens biologiques et la puissance des relations choisies. Ce morceau explore le soutien inconditionnel des relations humaines, construites sur l'amour et l'acceptation, en particulier face à l'adversité. Le morceau s'appelle I Saw Light. Beginning with an ending in mind, I took a minute, saw too much ahead of my time. Came away laughing, blushed, carton crushed, everything was unfastened, rush in the stifling air of a thin little moment, rush. Can't keep my focus, my skin's your skin, vivid as a memory, fading by the minute. Screaming your name like I was afraid you'd be in it, your truth to me. Clutching at straws, don't know you, never even met you. Pause, put my pen down and started to drift. I stopped living, stared at the grass at the edge of the cliff. I saw women, heart is a yellowing brick, dead set on a wish that can never exist. A transition, want to be is, but I'm isn't. Ambition kicks me awake and says dress. I was looking for the door, all I found was your flesh, you're blessed, dismembered, hands of sand, I'm stranded. I wanna be thrown against the wall by a tall cold dickhead with a Morse code accent that I can't look at without starting something I'll regret. Everything's beautiful, I digress. I saw light in the buildings at night, I saw light in the windows as I passed them by. On the river, on the ledge, on the bridge, on the side of your face at the bar it went dark. I saw light in the buildings at night, I saw light in the windows as I passed them by. On the river, on the bridge, on the ledge, on the side of your face at the bar it went dark. I saw light. Tapped out a few laughs on the summer grass, and in all the sky's many merry blues I read 1,000 words of pretty good news. And now heliotropes around your light gather, and they chatter and chatter, and they chatter, making insipid remarks about things that matter, till they don't anymore, till they don't weigh a crumb, until the caring in you is surely done, until dead is every one of us floating about between good bookie odds and 2 for 1 on stout. Some live it all out in lust of a stage, but you are busy trying to trap the heart in a page, having scenes arranged into your bones, and happily arranging yourself to be alone. Believe in happiness to be a train that just doesn't stop for you, and pain but a friend that doesn't pretend, and pain but a friend that doesn't pretend, and pain but a friend that doesn't pretend.
I saw light in the buildings at night. I saw light in the windows as I passed them by. On the river, on the bridge, on the ledge, on the side of your face. At the bar it went dark. I saw light in the buildings at night. I saw light in the windows as I passed them by. On the river, on the bridge, on the ledge, on the side of your face. At the bar it went dark. I saw light. De retour sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer. Avant la pause musicale, on a vu comment les personnes queer redéfinissent et recréent leur modèle en essayant de se délester des normes et du poids des traditions. Ce qui m'amène à me questionner sur la responsabilité éducative d'un enfant en tant que personne queer et féministe. Moi, je viens de passer une semaine à garder les ados d'une amie à moi. Et rien qu'en une semaine, j'ai été traversée par tellement de questions. Des questions éthiques, des questions sur les sujets qu'on pourrait dire tabous, des questions sur trouver les bons mots, des questions sur la posture. Bref, plein de questions. Ce qui m'amène à vous demander, le fait d'être queer et féministe apporte-t-il d'autres réflexions autour de l'éducation ? Alors oui, je pense, c'est sûr. Pour parler de mon expérience propre, ma fille est née... elle a 6 ans. Et c'est vrai qu'à son âge, c'est une petite alliée LGBT+, de fou. Je pense que, en tant que personne queer, on s'est beaucoup posé de questions sur le genre de nos enfants, dans le sens où on voulait rien supposer pour eux. On n'a pas genré nos enfants dans les premières années de leur vie. On a attendu qu'elles soient assez grands pour nous dire. Voilà, et donc ça, forcément ça fait un peu jaser autour, mais nous on était très alignés avec ça, et puis je pense que ça a été une vraie joie du coup d'entendre mon enfant un jour répondre « Mais enfin, pourquoi tu dis que tu sais pas, je suis une fille ?» Et je dis c'est super, je suis trop content de le savoir, et je suis trop content de pas l'avoir supposé, d'avoir attendu que tu sois prête pour me le dire. Je pense que en fait, la société étant encore queerphobe autant qu'elle l'est, ça pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on dit à nos enfants de ce que les autres, de façon générale, pensent de nous, et du coup d'eux aussi. En fait, de donner des petits tips à nos enfants pour qu'ils soient capables de se défendre face à des railleries de camarades, par exemple. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le sujet ou... Sur l'éducation des enfants ? Ouais, je sais pas, il y a beaucoup à dire. Un podcast à part entière. Ouais, c'est ça, en fait. Est-ce qu'on peut avoir 10 épisodes, s'il vous plaît ? Parce que... C'est ce qu'on réalise au fur et à mesure de la radio, c'est qu'en fait, il y a tellement de choses à dire. L'éducation des enfants, c'est vaste. Moi, c'est aussi, on va dire, une de mes passions. Moi, j'ai choisi les livres. En fait, avant même de sortir du couple hétérosexuel dans lequel j'étais, j'étais déjà, je dis bébé féministe parce que ce que j'ai découvert par la suite était tellement fou que je m'appelle bébé féministe à cette époque-là. Donc j'ai acheté tous les livres que je trouvais dans les librairies qui pouvaient élargir la vision vraiment, on va dire, patriarcale des livres pour enfants. Et j'ai commencé à développer une belle collection. Et là, maintenant, il y a des livres qui sortent qui sont de plus en plus inclusifs sur tous les sujets, que ce soit les familles queer, les réalités queer, les personnes, dans les livres jeunesse, qu'il y ait des personnes racisées, que dans les livres, il y a aussi des personnes non valides, qu'on parle des maladies invisibles. Enfin, il y a quand même tout un tas de sujets qui se croisent, en fait. Et moi, je pense que ça a été mon plus grand support, parce que même si nos enfants sont entourés de personnes queer, j'ai un petit peu plus de mal à voir comment ça les impacte vraiment, cette représentation directe. Des fois, j'ai l'impression que ça fait pas grand-chose parce que la représentation de la norme dans la société est tellement répandue et vaste que, voilà, à l'école, je pense qu'on est les seuls
Moi, n'étant par exemple pas dans un couple de Gwyn long terme, j'ai jamais de partenaire qui va se pointer avec moi devant l'école. Jess, personne la considère comme ma partenaire de vie. Il n'y a que dans le milieu queer que quand je dis ça, on comprend et qu'on va pas le remettre en question. Pour les autres, on est des colocs. Parce que maintenant, la société actuelle, avec les difficultés économiques, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent en coloc passé la trentaine. Voilà, on n'est pas une coloc, on n'est pas des colocs, mais ça, c'est très compliqué pour les gens de le comprendre. Donc, même si nous, on met beaucoup de mots à nos enfants de ce qu'on vit, je suis pas à 200% sûre qu'elles le comprennent vraiment. Donc je trouve que les livres, c'est vraiment ce qui permet d'attirer l'attention et de dire, regarde, c'est d'autres réalités. Donc je pourrais vous donner une petite liste de livres pour tous les parents, futurs parents qui écoutent. Ouais, avec plaisir. Juste toute petite digression, ça me fait penser que tu as un projet de bibliothèque mobile. Oui. Est-ce que tu veux sur dire tous ces sujets-là, oui. Ouais. En fait, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait une première partie de l'histoire. Quand je me suis retrouvée avec tous ces livres pour enfants, puis après tous les livres que moi j'ai eu besoin de lire, chaque livre pour moi représentait une véritable thérapie. Que ce soit, j'ai pas lu énormément d'essais parce que je trouve ça long et complexe, mais j'ai trouvé beaucoup de BD. Même les livres pour enfants, ils m'ont fait du bien. Moi, je pense que ça a réparé un peu tout ce que moi j'ai pas reçu dans l'enfance. Je lis et j'ai lu beaucoup de livres qu'on dit pour ados ou pour young adultes que je trouve génial. Et du coup, me retrouvant avec tout ça, je me suis dit, mais en fait, je peux pas être la seule personne à avoir tout ça dans ma bibliothèque, c'est pas possible. Et l'envie vraiment de partager cette ressource qui est pour moi très riche. Et du coup, ce projet de bibliothèque mobile qui s'appelle Dézébré, c'est un peu comme ce que j'ai expliqué récemment, comme une pharmacie qui propose des remèdes, des antidotes pour lutter contre le patriarcat, qui est une maladie qui, franchement, est très très chiante, contre le racisme, contre l'homophobie, la transphobie, le validisme. Voilà, en fait, chaque livre est ressource sur ces sujets-là, dont la plupart sont croisés. C'est ce qu'on appelle des fois le féminisme intersectionnel. Voilà, on va croiser ces réalités-là. Souvent, elles sont encore quand même très... voilà, va y avoir un livre, va y avoir une personne non valide. Voilà, mais quand même, petit à petit, la société et les personnes, on va dire, minorisées du genre ou de minorités ethniques ou des personnes non valides ont des petits accès sur des maisons d'édition et c'est de plus en plus riche, même si on n'arrivera jamais... aux milliards de livres qui existent pour les personnes blanches, valides et hétérosexuelles, mais on a déjà une belle bibliothèque. Chouette, moi j'ai hâte de la découvrir un jour, j'espère. Oui. Je pense qu'en tant que parent queer, on se pose aussi beaucoup de questions sur le pouvoir de nos enfants, entre guillemets, enfin sur tout ce qui est adultisme. Donc l'adultisme, c'est l'oppression des adultes sur les enfants. Je pense qu'on a à cœur d'avoir des enfants qui sont libres, qui sont empouvoirés et qui ont la possibilité de se défendre par eux-mêmes. Donc du coup ça passe beaucoup par les supports dont tu parlais, par les livres, tout ça. Mais j'ai l'impression que ça passe aussi par vraiment des espèces de petits moments de thérapie, ok, bon, telle personne t'a dit ça et ça t'a blessé, tel adulte s'est permis de te poser la main à tel endroit et ça t'a choqué, ok, comment on répond à ça, comment on se défend, ouais, voilà, en fait on fait de l'autodéfense féministe avec nos enfants avant même que et eux-mêmes ont été violentés, avant même qu'ils en aient eu besoin, en fait. Oui. Et du coup, ça, j'ai l'impression que c'est là où va y avoir une petite... Une différence en fait dans nos façons d'aborder les violences faites aux enfants, c'est que nous on les prévient, on les prépare en se renseignant de façon concrète dessus, alors que j'ai l'impression que beaucoup de parents cis-het ils vont être dans quelque chose de il faut pas trop qu'on leur en parle parce que ça pourrait leur faire peur, ils sont trop petits de toute façon et donc on va aborder les choses différemment, parce que du coup ça veut pas du tout dire que ces parents-là ne protègent pas leurs enfants, mais je pense qu'on n'a pas les mêmes outils et les mêmes connaissances pour outiller nos enfants sur tout ça.
Oui, moi j'adore faire l'autodéfense avec les enfants, faire des batailles aussi. Moi j'ai été formée en accompagnante parentale. Je pratique pas ce métier aujourd'hui par choix, mais ma formation m'a vraiment aidée dans ma parentalité. Et notamment, on nous a beaucoup expliqué que c'était toujours les papas qui jouaient à la bataille avec leurs enfants. Et donc moi, dès que mon enfant était en âge de se battre avec moi, on a fait beaucoup de batailles. Et je continue, même si j'en fais de moins en moins, à vraiment faire ces moments de bataille avec elle et de faire des petits exercices où là je fais comme si j'allais les attaquer et elles vont crier de plus en plus fort non. Voilà, c'est comme tu dis, en fait, j'ai l'impression des fois aussi que comme la plupart d'entre nous, les queers, on s'est ignorés ou alors on a été très dur envers nous-mêmes, même s'il y a des personnes qui le savent depuis très très longtemps, qui sont différents. Il y a quand même toujours comme autour de nous cette chape du secret, vraiment d'ignorer les choses. Et c'est par manque de connaissances, c'est par manque de représentation qu'on arrive des fois à faire des coming out très tardifs et dans la peur. Et du coup, moi, ce que ça m'a fait penser, ce que tu partageais, c'est que en fait, on a envie de donner suffisamment de connaissances à nos enfants pour qu'elles puissent faire les choix, que ce soit d'identité de genre ou de relation, ou juste de pouvoir libérer leur parole au plus tôt, parce que même si on a envie de les protéger de tout, moi j'ai fini aussi par comprendre qu'on ne pouvait pas tout éviter par la force des choses, et comme tu dis, c'est le dialogue au sein des familles, ce dialogue permanent et constant qui peut peut-être nous faire éviter le pire ou soigner tout de suite les agressions et les attaques. Ça, on va pas pouvoir forcément éviter toutes les agressions à nos enfants, mais par contre, on peut faire en sorte que dès qu'il y en ait une, ils viennent nous en parler et qu'ils sachent en quels termes précis nous en parler. Je sais que moi, par exemple, j'ai milité très fortement auprès de mes parents pour qu'on arrête de dire zizi, zazette, tout ça, qu'on utilise des vrais termes. Parce que en fait, c'est important de pouvoir utiliser les vrais mots et de pas découvrir subitement à 15 ou 16 ans que ça s'appelle la vulve et il y a un vagin et un clitoris et bon voilà. Ouais, tu parlais d'autodéfense. Je sais que j'ai parlé, mais très très tôt, dès 3-4 ans, à ma fille de tout ce qui est harcèlement de rue. Alors forcément, j'ai pas utilisé ce terme précis, mais en fait, on l'a tous constaté quand on se promène dans la rue avec un enfant, surtout si c'est une petite fille et qu'elle est toute mignonne, en fait, elle va subir du harcèlement de rue comme on peut le subir à 15, 20, 30 ans, etc. Enfin, toute sa vie, en fait. Et du coup, j'ai expliqué très tôt à ma fille que t'es pas obligé de répondre à cette personne. T'es pas obligé de lui répondre poliment. Tu peux l'envoyer bouler. T'es pas obligé d'être gentil. Du coup, des fois, je le regrette parce qu'elle est pas très gentille avec moi non plus et elle m'envoie bouler tout aussi bien que les mecs cis qui l'embêtent dans la rue. Mais du coup, pour la petite histoire, ma fille, elle avait 4 ans la première fois qu'elle a répondu à un homme dans la rue arrête de me parler, je suis un gobelin et je vais te manger. Elle avait utilisé ses propres références pour se défendre, tout en sachant que derrière elle, ses parents seraient prêts à prendre le relais pour maintenir la distance avec cette personne. Ouais, moi je trouve ça chouette comment tous nos aspects en tant que personne queer et féministe arrivent à s'immiscer en fait dans nos postures éducatives. La semaine dernière, du coup, j'ai fait beaucoup de voiture parce que mes copains habitent en milieu rural. Et donc, mais moi, j'adore en fait faire de la voiture avec les enfants parce que c'est un espace où on peut vraiment échanger de plein de trucs et on n'est pas face à face. Enfin voilà, je trouve ça vraiment très chouette. Donc, on a passé beaucoup de temps en voiture avec cet enfant. Et on avait fait des cookies pour le marché aux cookies. Et je lui en ai demandé un. Et il m'a dit un peu genre, ok. Et du coup, je me suis dit, là, j'ai une porte d'entrée pour parler du consentement. Je dis, tu vois, j'ai l'impression que t'as pas très envie de me donner ce cookie. Il me dit, si. Je lui dis, mais tu sais, t'es pas obligé de répondre à toutes les demandes des adultes, en fait. Et de là, glisser, en fait, partir du cookie pour glisser sur, ouais, tu sais, quand un adulte, il veut te toucher ou il te demande un bisou, tu peux lui dire non. Et aborder toutes ces questions-là, je trouve que j'ai vraiment vu que ça le questionnait et que ça imprégnait en fait de prendre
des faits, des exemples concrets de la vie quotidienne. Et je pense qu'il y a une énorme peur de la part de beaucoup de monde, en fait, d'éduquer les enfants autour de la santé relationnelle, affective et sexuelle, mais en fait, on le fait par âge. On va bien sûr pas leur parler avec des termes qu'ils connaissent pas, leur parler de porno quand ils ont 5 ans, mais on va utiliser au fur et à mesure, selon leur âge, des termes qu'ils et elles peuvent entendre et comprendre. Et ça, je trouve ça hyper inspirant. Voilà, je vais juste clôturer et passer la parole à Jo. Moi, j'adore l'humilité que ça m'apprend, en fait, d'être avec des enfants ou des ados. Et après mûre réflexion, j'ai décidé de lâcher cette cape de super adulte qui devrait tout savoir, qui devrait avoir réponse à tout et qui ne fait aucune erreur. J'apprends à m'excuser quand c'est nécessaire et je m'autorise à prendre le temps de réfléchir et de le verbaliser. Précieux, merci. Ouais, moi, tout ce que vous avez dit, ça m'a fait beaucoup parler, en fait, à notre rapport à la norme, en fonction des attentes que la société et des règles qui sont plus ou moins implicites et établies, comment on va réussir soit à les contourner, à les dénoncer, et du coup, choisir celles qu'on veut éviter sciemment, et du coup, les transmettre à nos enfants pour réussir à se placer, à la dénoncer et ne pas s'y plier. Parce que ça me montre, en fait, que les normes familiales, celles qui... En fait, une norme, juste avant, je vais définir qu'est-ce que ça veut dire norme. Norme, c'est une règle ou une manière de faire qui est considérée comme normale, acceptable pour un groupe, dans un groupe ou une société. C'est une sorte de guide qui influence les comportements, les attitudes et les actions des individus pour qu'ils s'adaptent et que ce soit attendu par la communauté. Et en fait, les normes familiales, elles évoluent en fonction du contexte social, politique et historique. Et on voit qu'en fait, elles se transforment. Avant, on se mariait beaucoup et on avait des enfants parce que le mariage, c'était un contrat, c'était économique. Maintenant, on est beaucoup plus dans des mariages d'amour. Aujourd'hui, un mariage sur 2 finit en divorce. Du coup, ça se transforme au fil de la société et du temps, les normes familiales, et je trouve que justement les nouvelles formes de parentalité et les queers viennent s'inscrire dans cette transformation de modèle familial et viennent réinterroger les normes parce que veulent se soustraire aux normes que Yel refuse et vivent de plein fouet parce que hors du cadre en permanence, que ce soit sur la personne avec qui tu choisis de vivre, la personne dont tu es amoureuse, amoureux, la personne par rapport à ton identité de genre, être queer, c'est toujours être dans la... Parfois, moi, je trouve quand même une subversion et une transgression de cette norme-là. Et du coup, ça vient aussi remettre en question... moi, je trouve que ça va... Je voulais vous parler ainsi un peu, ce qu'on parlait des normes, mais de celles qui pèsent sur les familles. Et notamment, on en parlait tout à l'heure, mais il y a le modèle, la norme du couple hétéropatriarcal où en fait on s'attend qu'une famille généralement classique, j'en parlais tout à l'heure, ça va être un couple hétérosexuel et que du coup souvent les familles homoparentales peuvent être ou même souvent jugées ou questionnées ou pas comprises, et vous en parliez tout à l'heure. Il y a aussi la norme du couple monogame et durable où en fait c'est un couple, c'est seulement 2 personnes qui sont ensemble et ça va s'inscrire dans le temps. Bon, ça aussi ça évolue. Et il y a aussi la norme de la maternité comme un accomplissement féminin, et Amandine Gay, autrice féministe queer qui en parle, explore la maternité et l'adoption et souligne que les injonctions qui pèsent sur les femmes à devenir mères pour être pleinement reconnues dans leur rôle social. Voilà, tu deviens une femme accomplie quand tu deviens mère aussi, c'est comme un peu un rite de passage, même si ça, je pense que ça a tendance à être déconstruit, et aussi de plus en plus aujourd'hui on arrive à entendre et à accepter même les discours de femmes qui parlent du fait qu'elles sont mères, ou elles ont été mères, et elles n'ont pas forcément bien vécu, ou ça n'a pas quelque chose été de l'ordre de l'épanouissement. Mais elles subissent encore moi je trouve, beaucoup de pression et beaucoup de jugement. Il y a aussi la norme racialisée de la famille, toujours Amandine Gay qui en parle, et qui notamment en parle dans ses travaux de l'adoption et du féminisme intersectionnel, qui montre que les familles non blanches ou mixtes, elles sont souvent jugées selon des standards eurocentriques, et que du coup les familles racisées font face à des stéréotypes sur leur structure et leur modèle d'éducation, parce qu'on va se baser sur un modèle référentiel qui est quand même très étroit, et en mettre et poser des jugements. Il y a aussi la norme de la reproduction biologique, notamment là c'est les familles
adoptives, homoparentales, qui ont recours à des techniques de procréation médicalement assistée, donc PMA, qui sont peu ou même souvent considérées comme moins naturelles ou moins légitimes. Et on va en venir à en parler. Et tout à l'heure aussi, on parlait de la norme, en fait, de la parentalité intensive, le fait il faut être un super parent, un modèle où on exige beaucoup des parents, il faut être épanoui, mais aussi dans son couple, dans sa famille, et doit investir énormément de temps et d'efforts dans l'éducation de ses enfants. Moi, je trouve que ça culpabilise quand même pas mal les familles, et notamment les familles modestes ou monoparentales, qui disposent parfois de moins de ressources. Et moi, je trouve que toutes ces normes, elles révèlent des biais, des attentes sociales qui peuvent marginaliser ou discréditer du coup certaines familles. Et du coup, moi, j'avais envie de vous questionner sur l'impact de ces normes, notamment sur vos familles, comment vous les avez peut-être vécues. Et moi, ce qui me questionnait, c'était s'il y avait, en quoi ces normes, elles ont impacté votre parcours. Moi, j'ai l'impression que j'ai une posture un peu particulière pour répondre à cette question, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai eu mon premier enfant, de l'extérieur, je semblais répondre à toutes ces normes. Et du coup, on a attendu de moi, en tant que mère, puisque c'était l'image que je renvoyais, d'être particulièrement épanouie, de prendre en charge toute la charge mentale liée à mon enfant, à son éducation, à son épanouissement, et que c'est quelque chose qu'on a moins attendu de moi suite à ma transition, à mon coming out, mais c'est aussi quelque chose que tout d'un coup on a cru que j'étais plus capable de prendre en charge. On m'a beaucoup renvoyé que je ne ressemblais plus à un parent. Et depuis que j'ai fait mon coming out, je pense que c'est un truc que vivent beaucoup de mecs trans, mais j'ai l'air plus jeune. et du coup, on m'a beaucoup questionné, on m'a beaucoup demandé au parc, par exemple, si j'étais un babysitter, si j'étais un grand frère, parce que tout d'un coup, je n'ai plus l'air d'un parent. Il y a aussi quelqu'un qui a demandé à mon enfant où elle est ta maman, alors que ostensiblement c'était moi qui étais en train de pousser la balançoire et qui tenais le doudou dans la main, mais visiblement cette personne a cru bon de demander à mon enfant s'il y avait besoin de téléphoner à la maman, est-ce que l'enfant savait où était maman, etc. etc. Donc voilà, cette norme-là, elle a été un peu remuante. Moi, je dirais la norme qui m'impacte le plus aujourd'hui, parce que c'est peut-être ce qui est le plus récemment au cœur de nos discussions, c'est le fait de pas être, d'être des parents sociaux, donc de pas être des parents légaux pour chacune de ces deux enfants. Du coup, ça crée quand même des angoisses, chez moi en tout cas, où des fois je me dis oh là là, mais si je meurs demain, Ishan va se retrouver à vivre 24 heures sur 24 chez son père. Non pas que ça serait une mauvaise chose, mais juste tout d'un coup ça rétrécit le champ des possibles, et puis pour moi ça arracherait Ishan à cette famille choisie. Donc récemment j'ai pris l'avion, et l'avion même si je trouve ça agréable, je dois l'avouer, me provoque une grosse angoisse, notamment celle de mourir. Et j'ai donc demandé à peu près à tout le monde de vraiment reconnaître que j'ai fait cette demande-là, que Ishan puisse être en garde partagée, donc chez Jessie et chez son papa. Et le fait est que ça puisse pas être légalement gravé dans la roche, c'est assez angoissant, parce que c'est du coup quelque chose qui n'est pas reconnu et qui a aucun acte. Et ça fait exactement pareil pour Aziri, quand on imagine des fois avec Jess et Harry, s'ils mouraient tous les deux, qu'est-ce qui se passerait, et là c'est presque encore pire, parce qu'on sait pas, et moi j'aurais pas de droit, je sais même pas si je pourrais faire valoriser les années qu'on a vécues ensemble. Donc voilà, c'est là où après la question de rejoindre les normes hétérosexuelles du mariage, de machin, de tout ça se pose en fait. Donc quelque part des fois on est contraint par ces normes parce qu'on veut les fuir, et à la fois des fois on est contraint peut-être de les accepter pour trouver des solutions légales. Puis, tu as beaucoup évoqué la garde partagée, le fait que ton enfant, tes enfants soient en garde alternée en fait.
Et ça, c'est une norme aussi. La famille hétéro-cis patriarcale, tout le monde vit sous le même toit. Et à partir du moment où on est séparés, les enfants passent d'une maison à l'autre. Et moi, récemment, avec mon coparent, on a eu beaucoup de questions sur ces sujets. Sur a-t-on vraiment la nécessité de vivre en permanence les deux parents sous le même toit avec nos enfants parce que en fait, ça correspond pas vraiment à la réalité de nos métiers, par exemple. Moi, pendant très longtemps, j'étais, et je suis encore, par bien des aspects, artiste de théâtre, et du coup, j'ai des résidences loin. Donc, en fait, en soi, ça a été la norme pour mes enfants que je sois absent régulièrement. Maintenant que je travaille près de la maison, j'étouffe un peu. Est-ce que c'est nécessaire que je m'astreigne à cette norme de être H24, 7 jours sur 7, toute l'année avec mes enfants? Ou est-ce que, en fait, on peut s'offrir un peu plus de liberté que ce à quoi nous astreint cette norme? Est-ce que c'est forcément triste de pas être tout le temps avec nos enfants, ou est-ce qu'en fait elles peuvent très bien s'en accommoder et le vivre sans douleur, sans tristesse? C'est pareil, la séparation, c'est toujours vécu comme la séparation de deux parents, hein, j'entends, comme si c'était un drame. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle que quand mes parents m'ont annoncé leur séparation, c'était la terre se dérobe sous nos pieds, c'est terrible, le ciel nous tombe sur la tête, c'est vraiment affreux. Alors que, en fait, est-on obligé de faire vivre cette tristesse aux enfants? Bien sûr, un couple qui se sépare, c'est triste, mais c'est pas forcément la fin du monde, et ça peut juste être vu comme quelque chose de nouveau et de fluctuant, et on n'est pas obligé de le vivre dans le plus grand des désarrois. Je pense que c'est une norme, en fait, d'être triste quand on se sépare. Alors que parfois, il n'y a pas de raison à cela. Oui, c'est triste, mais c'est pas forcément la fin du monde, quoi. On va faire une courte pause musicale. On va écouter un morceau bien connu et un grand classique. Donc c'est Bronski Beat, Small Town Boy. C'est un groupe de synthé pop et de new wave anglais, originaire de Londres. C'est sorti en 1984. C'est une œuvre emblématique qui aborde des thèmes de rejet, d'identité et d'homophobie. Elle raconte l'histoire d'un jeune homme homosexuel qui quitte sa petite ville natale pour échapper à la discrimination et au rejet familial qu'il y subit. Incapable de supporter davantage l'oppression, il décide de quitter sa ville natale pour chercher un endroit où il pourra vivre librement et être lui-même sans crainte. Les paroles et la mélodie transmettent un profond sentiment d'isolement et de tristesse, mais ça parle aussi d'espoir dans la fuite. Le jeune homme lutte pour être accepté tel qu'il est, mais se heurte à l'incompréhension et à l'hostilité. C'est le morceau Small Town Boy.
De retour sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer. Avant la pause musicale, on discutait éducation et parcours de parentalité. On va plonger un peu plus dans le sujet de ces parcours de parentalité, et notamment d'accès à la parentalité et de justice reproductive. Quels sont les défis et les enjeux des familles queer? On va écouter la journaliste Marjorie Lecor et sa définition de la PMA dans le podcast Camille, la PMA, c'est quoi? De quoi on parle quand on dit PMA? Donc la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Dans la loi française, on a tendance à plutôt parler d'assistance médicale à la procréation, donc l'AMP. Mais c'est vrai que le terme de PMA, il s'est installé, on va dire, dans le débat public pour englober les techniques qui permettent d'avoir un enfant quand naturellement, c'est pas possible. Voilà, je schématise un petit peu vraiment volontairement, mais voilà, c'est des techniques qui englobent, c'est plusieurs techniques qui permettent d'obtenir un enfant. Dans cette capsule sonore, Marjorie Lecor nous donne la définition de la PMA. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que la PMA, elle est accessible à tout le monde? En France, la PMA a été ouverte en 1994. En 2021, un changement a eu lieu, elle est devenue accessible à toutes les femmes, qu'elles soient célibataires ou en couple avec une autre femme. Mais qu'en est-il des personnes transgenres face à la PMA? La loi ne précise ni leur inclusion, ni leur exclusion. Mais évidemment, des obstacles existent. Les hommes trans ayant changé leur mention de genre à l'état civil sont souvent exclus, car l'accès à la PMA est limité aux femmes cis ou aux personnes assignées femmes n'ayant pas modifié cette mention. Donc, dans la pratique, des refus s'appuient sur des interprétations strictes de la loi ou des contraintes administratives, refusant l'accès de la PMA aux hommes trans. Cette situation soulève des questions importantes sur l'égalité des droits en matière de parentalité. Mais la PMA, c'est aussi un coût. Une tentative coûte environ 4 000 €. L'assurance maladie en prend en charge une partie, mais seulement quelques tentatives sont remboursées et les dépassements d'honoraires ne sont pas couverts. Et pour que cette PMA puisse être réalisée, il faut des donneurs de sperme. Et les stats récentes indiquent une baisse du nombre de donneurs de sperme. En décembre 2023, il y avait près de 7 600 femmes qui étaient en attente d'une PMA avec un don de sperme. Et depuis son ouverture en 2021, à la PMA, les demandes ont fortement augmenté, voire doublé. Donc cette combinaison des baisses des dons et d'augmentation des demandes, ça entraîne un allongement des délais d'attente. Au niveau national, le délai moyen entre la prise de rendez-vous et la première tentative de PMA, il est passé de 14 à 16 mois, soit un peu plus d'1 an et 4 mois. Ces délais, ça peut être la source de stress et d'incertitude pour les personnes concernées, ce qui peut amener à envisager des solutions à l'étranger pour contourner les délais en France, bien que cela implique des coûts élevés. Je vous parle de tout ça parce que pour moi, ça vient questionner l'accessibilité de la PMA. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ces petites infos ou sur la PMA ? Moi, je voudrais donner une petite précision à propos de la PMA, parce que tout à l'heure, tu as dit que la PMA elle était ouverte aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Je tiens à préciser qu'elle est aussi ouverte aux couples hétérosexuels, et que, en fait, ils en sont les premiers bénéficiaires. En fait, près de 80% des PMA qui sont faits en France sont à destination des couples hétéros. Donc, moi, ça me fait beaucoup rigoler quand on entend la Manif pour tous crier leur désarroi et leur colère contre la PMA, parce qu'en réalité, beaucoup d'entre eux en bénéficient, parce que, en fait, tout simplement, la santé publique fait que de plus en plus de couples hétérosexuels ont besoin de se tourner, eux aussi, vers la PMA. Merci pour la précision. La petite hypocrisie. Dans la continuité de ces défis dans les parcours de parentalité, on va aborder la question de la place du parent social. On va écouter une autre capsule sonore, un extrait d'un documentaire de Mathilde Guermont-Prez sur Arte Radio qui s'appelle L'autre mère. À l'automne 2013, j'ai donc entamé les démarches pour faire ma demande d'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Oui, bonjour, c'est à nouveau Mathilde Guermont-Prez à propos d'un dossier d'adoption plénière. Vous pouvez m'envoyer des mails aussi. Oui, non, mais c'était plus long peut-être à expliquer par mail qu'à faire par téléphone. Je voulais savoir à propos de la déclaration du changement de nom. Moi, je me mets où? Je me mets dans la catégorie père. C'est rédigé comment, l'imprimé? Et tout le monde tâtonne. C'est nous sous-signé, prénom et nom du père, et ensuite prénom, nom de la mère. Ah ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas modifié leurs imprimés. Attendez, je regarde.
Non, mais voilà, je voulais juste savoir si je pouvais me permettre de rayer ou s'il fallait que je me... Voilà, cette capsule nous parle des défis juridiques pour le ou la parent qui n'a pas porté l'enfant, ou pour d'autres modèles familiaux, comme le tien, Kelly, par exemple. La réalisatrice et narratrice du podcast Mathilde Guermont-Prez raconte son histoire et son parcours pour accéder au statut de parent légal vis-à-vis de l'enfant qu'elle a voulu avoir avec sa partenaire. Adopter son propre fils, comme elle le dit. Un podcast émouvant qui met en lumière les difficultés du processus d'adoption. Une procédure longue et fastidieuse parce que la justice française n'avait pas encore, en 2017, pris en considération dans la paperasse administrative les couples homoparentaux. Comment est-ce qu'on atteste d'une relation parent-enfant pour passer devant le juge ? Avec cette question en ligne de fond, Mathilde Guermont-Prez visibilise le fait de devoir prouver son lien parental avec des photos, des témoignages, des attestations pour obtenir son titre légal, comme pour obtenir un label, comme elle dit. Du coup, je voulais vous laisser la parole. Je pense que c'était une vraie question que tu as abordée tout à l'heure, Kelly, vis-à-vis de ton partenaire de vie. Oui, je pense que ça a beaucoup d'influence, cette incapacité à se reconnaître légalement, même si je pense que ça n'empêche pas toute l'implication émotionnelle et l'engagement dans la vie réelle. Mais je pense, en ce qui nous concerne, que ça peut continuer, parce que tout est quand même une question de choix, mais disons que ça aide pas, ça peut continuer à faire que on va quand même continuer à s'organiser en petite famille au sein de cette famille où moi je vais vraiment prendre toutes les décisions légales en ce qui concerne mon enfant, donc avec notre parent légal, et eux aussi de leur côté. Donc je pense que, mine de rien, ça n'aide pas à transgresser certaines normes et certaines obligations. Je pense que même si, comme on a vu, on en transgresse beaucoup, par choix, par nécessité, je pense qu'il y a certaines choses qui nous aident pas, quoi. Et comme on va me poser la question qu'à moi, je vais être habituée à répondre que moi-même. Et même si avec Jessie et Harry, dans notre organisation quotidienne, on s'est donné des autorisations d'autorité parentale, parce que ça aussi, c'est un gros challenge quand on forme ce genre de famille choisie, de pouvoir faire autorité sur l'enfant de l'autre qu'on n'a pas porté, qui ne nous considère pas comme un parent en soi. Comme l'autorité parentale, à la base, dans la norme, elle est détenue seulement par les parents biologiques reconnus comme tels, souvent en plus par le papa, qui lui fait vraiment, c'est lui qui met les dernières limites et tout ça. Là, il y a une transgression qui n'est pas si évidente, et pour les enfants aussi, qui pourrait, comme on le voit dans beaucoup de dessins animés, parce que c'est très nourri aussi, cette opposition aux familles recomposées, t'es pas ma mère, t'es pas mon père. Bon, nous, on n'y a pas encore eu le droit, mais on est loin de l'adolescence, encore. Mais voilà, c'est des autorisations qu'on se donne entre nous, donc c'est chouette parce que c'est pas régi par la loi, c'est pas régi par un juge, mais pour tout ce qui est légal, pour l'instant, on n'a pas cette place-là. Donc est-ce que du coup, à quel pourcentage ça nous empêche de se la donner dans la vraie vie ? Ça, c'est d'autres questions qui sont, je pense, qui regardent chaque famille, qu'on a le loisir et le luxe de se les poser. Mais disons que je pense que ça fait peur et ça fait un petit peu mal au cœur. Donc je sais que des fois, on aborde souvent le sujet, mais on n'y va jamais vraiment, parce que comme on sait que la réponse derrière, elle risque d'être non, on se protège un peu de certaines choses, surtout en cas de mort. Nous, c'est surtout cette question-là, c'est toujours les questions les plus tragiques qui nous inquiètent le plus. Il faut dire que le parcours de l'adoption plénière pour être reconnu comme un parent juridique, légal de son enfant, il est complexe, il est long, il est coûteux, et puis il est humiliant et il est punitif en fait. Il faut aller demander les autorisations, il faut aller demander à nos propres parents, à nos frères et sœurs, aux enseignants, aux médecins, à nos amis, de rédiger des papiers pour attester qu'on est bien le parent de notre enfant. Enfin, quelle humiliation. Et véritablement, c'est un parcours punitif. L'idée est de nous complexifier la tâche et de bien prouver qu'aux yeux de l'État, on n'est pas encore des vrais parents. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi cette espèce d'argument que ça serait irresponsable de faire un choix tardif au bout de quelques années, de faire une rencontre et de choisir un nouveau parent, entre guillemets. Je pense que c'est quelque chose, la société, elle bug totalement sur ce concept-là, alors qu'en fait, la plupart du temps,
quand on fait le choix ou pas d'être parent et qu'on accueille un enfant dans ce monde, on a choisi un partenaire, on n'a souvent pas fait de thérapie, on l'a choisi en reproduisant des schémas familiaux de merde, on regrette. Pour beaucoup, on va être honnête, on se retrouve avec un ou une partenaire qui ne gère pas. Enfin, je veux dire, le choix, on ne peut pas croire que le choix de faire parent, il est conscient et super réfléchi depuis 10 ans. Pour les couples hétéros, j'entends, parce que pour les couples, pour les parents homos, c'est une très longue réflexion. Il y a un parcours tellement long qu'on a eu le temps de se casser la gueule dans son couple 20 fois avant, donc c'est d'autres réalités. Donc je parle bien à la base du couple hétéro dans mon expérience. Et donc, je trouve ça absurde qu'aujourd'hui, c'est comme si on me dit que je n'ai pas aujourd'hui assez d'intelligence, de conscience ou de sang-froid pour faire le choix d'un parent, d'un référent, je veux dire, parce que le mot de parent, il est un peu complexe, mais je parlerais plus de référent, de personnes sécures pour l'enfant, parce que la parentalité, c'est aussi d'autres concepts. Mais là, on parle vraiment de responsabilité légale. Donc, on ne vient pas chercher si le parent est sympa, s'il joue, si machin. C'est pas ça que la justice vient vérifier et statuer. Donc, on parle vraiment de responsabilité légale. Et donc, je trouve ça fou qu'on n'ouvre pas un petit peu la réflexion autour de cette responsabilité-là. Et aussi, j'avais envie de partager quelque chose à l'antenne parce que ça me fait réfléchir depuis quelques semaines. C'est par rapport aux normes, je pense aussi des fois qu'elles sont pour la plupart du temps écrasantes et en tant que personne queer, on peut jouer et se cacher derrière ces normes. Et moi, en ayant un passing de femmes cis et de personnes potentiellement hétéros, vu que j'ai eu un enfant avec un mec cis dans un couple hétéro, aujourd'hui, on ne me pose pas trop de questions. Je suis dans la case femme séparée, probablement larguée par son mec, 35 ans, pas de couple, et on ne vient pas trop me poser de questions là-dessus. Et c'est pas par pudeur, je pense que c'est parce que je fais partie des potentiellement des futures vieilles filles et quelque part je m'en cache aussi, donc à la fois cette non-acceptation du parent social que pourrait être Jess envers mon enfant fait que moi je peux me cacher à l'école, bah oui, il n'y a pas de seconde maman ou de tierce parentalité, il y a le papa qui est là, et du coup je pense que ça aussi ça vient c'est de venir d'une famille comme ça hétérosexuelle, ça vient aider à cacher et à invisibiliser le reste des réalités. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, des fois ça m'exaspère que personne voit en fait ce que je vis, et à la fois parfois ça me permet de me pointer devant l'école et que personne ne se pose trop de questions. Je suis un peu bizarre, j'ai des coupes de cheveux chelous, personne ne sait jamais vraiment avec qui je suis quand je suis, mais il y a un papa. Et ça vient comme soulager un peu tout le monde dans les questionnements, parce que tout le monde peut se réfugier en faire derrière cette explication convenable. C'est ça, c'est confortable. Voilà, c'est ça. Merci pour ce partage. On va écouter Amandine Gay qui appelle à une justice reproductive plus inclusive. Amandine Gay est une réalisatrice et militante qui met souvent en avant l'expérience des femmes, en particulier des femmes noires et issues de minorités, dans le contexte de la justice reproductive. Donc la justice reproductive, ça demande de considérer l'autonomie corporelle, les inégalités d'accès aux techniques reproductives, contraceptives, abortives et de stérilisation, ou encore les placements et les adoptions d'enfants, comme résultant d'inégalités systémiques. Selon Amandine Gay et d'autres penseuses sur le sujet, se réfère à l'idée que toutes les personnes, indépendamment de leur genre, de leur race, de leur classe sociale ou de leur orientation sexuelle, devraient avoir un accès équitable aux ressources et aux services liés à la reproduction, c'est-à-dire à la conception d'un enfant. Du coup, voilà, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous êtes familier ou familière avec cette notion de justice reproductive ? Et est-ce qu'elle est abordée dans votre entourage ? Moi, je dirais que je me familiarise avec parce que c'est quelque chose que j'accompagne de plus en plus, en fait, en tant que doula. Parce que du coup je vais accompagner tous ces parcours de reconnaissance anticipée ou adoption plénière, je vais accompagner les parcours de PMA, tout ça, je vais accompagner les avortements aussi, et du coup dans mon travail je vais beaucoup me concentrer sur la question géographique en fait de la justice reproductive. Est-ce que dans l'endroit où on est à cet instant T, on a accès à toutes ces aides médicales, par exemple à la procréation, ou est-ce qu'on va devoir
faire 300 bornes pour aller dans un hôpital où il est possible d'avoir une IVG ce mois-ci, ou est-ce qu'on va devoir attendre le mois prochain? Voilà, moi, c'est pas beaucoup cette question-là qui est abordée dans mon travail. Moi, très simplement, c'est oui, en étant témoin de toutes les copaines dans mon entourage qui galèrent, qui mettent des années à avoir un enfant. Oui. De la violence économique qu'on va subir ou ressentir ou recevoir dans un parcours de parentalité qui diverge des normes, quoi. Après avoir échangé sur les défis et les enjeux des familles queer, abordé les questions d'accès à la parentalité et de justice reproductive, on pourrait se demander si réinventer la famille ne serait pas politique. Un acte de résistance, aussi c'est hétéropatriarcat, j'aurais envie de dire. Mais c'est très situé. Pour conclure cette émission, on aimerait aborder ces questions de politisation de la famille. On va écouter une dernière capsule sonore de Gabriel Richard dans le podcast Guide de la parentalité queer de Camille. Tout parent, que ce soit un parent queer, un parent hétéro, un parent cisgenre, un parent trans, etc., peut avoir des pratiques parentales ou une approche de sa parentalité qui est queer. Des pratiques parentales qui remettent en question la bicatégorisation des sexes, etc. Donc, des pratiques parentales politiquement engagées sur le plan du genre et des sexualités. Parce que le queer, dans ce contexte-ci, c'est un regard, une manière de concevoir le rôle d'éducation, le rôle de parent de son enfant. C'est une pratique parentale ou des pratiques parentales qui cherchent à diversifier les modèles auxquels on expose nos enfants et puis amener les enfants à être des êtres capables de réflexivité et capables de critique par rapport au rapport de pouvoir sur tous les plans qui les entourent et qui privilégient certaines personnes au détriment d'autres personnes. Donc, tous les parents sont en mesure d'être réflexifs par rapport à leurs pratiques et d'amener leurs enfants à être réflexifs sur le même plan. Dans cette capsule, Gabriel Richard définit la parentalité queer comme une approche de la parentalité politiquement engagée sur les plans du genre et des sexualités et des pratiques parentales qui cherchent à diversifier les modèles, et que avoir des pratiques de parentalité queer n'est pas uniquement réservé aux personnes queer. Selon vous, est-ce que la famille est politique ? Oui, bien sûr, évidemment. Et d'ailleurs, c'est pas que nous qui le disons, hein. Je veux dire, quand la Manif pour tous défile dans les rues de Paris contre nos droits, et ce depuis plusieurs années, bien évidemment que c'est politique. C'est politique de leur part de se rendre dans la rue pour tenir leur discours fascisant, mais c'est aussi politique de notre part de leur répondre et de donner un discours autre. Oui, la famille, elle est politique éminemment, puisqu'en fait, là je vais pas réinventer la poudre, le couple, l'amour, l'intimité, c'est politique. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la sociologie depuis 50 ans. Et donc, oui, faire famille autrement, réinventer les codes de la famille, c'est forcément politique. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de famille queer, mais en fait, à nouveau, on n'a pas forcément inventé tout ça. Tout à l'heure, on parlait de divorce. Le divorce, maintenant, c'est quelque chose de socialement accepté, mais il y a moins de 150 ans, c'était impensable de divorcer. C'était vraiment... les outcasts qui divorçaient, enfin c'était socialement un suicide de divorcer, alors qu'aujourd'hui c'est tout à fait possible. Donc aujourd'hui nous on est en train de réinventer les codes, on est en train de reconstruire des normes qui peut-être en fait d'ici une centaine d'années seront beaucoup plus acceptées. Oui, moi j'aime bien cette image du manteau, il est vraiment trop petit, et je pense que si cette émission peut aider chaque personne en qui ça résonne, un mot ou même une phrase ou tout le podcast, enfin toute l'émission, je pense que c'est vraiment cette idée d'encourager chacune à créer ses propres sillons, ses propres voix, et c'est un acte de résistance extrême. La famille, on voit, ça fait trembler le monde entier, chaque communauté, chaque pays, en fait, est en train là de flipper, de faire des lois à tire-larigot pour limiter tout ça, que ce soit la reproduction, l'IVG, le mariage. C'est vraiment quelque chose qui fait paniquer dans toutes les sphères, dans toutes les catégories sociales. Donc je pense que vraiment de faire ce qu'on veut, ce qu'on estime juste, c'est l'idée.
Merci pour ces partages. Je trouve que c'est une super conclusion. On arrive à la fin de notre émission consacrée aux parentalités queer et à comment faire famille autrement. Un immense merci à nos invités, Kelly et Laszlo, qui ont partagé leur expérience et leur savoir sur ce sujet. Merci à Claire à la régie. Notre prochaine émission aura lieu le 13 janvier 2025 et portera sur le racisme systémique et les privilèges. Qu'est-ce que le racisme systémique et comment s'immisce-t-il dans nos quotidiens et comment les privilèges influencent nos vies et nos relations ? Merci pour votre écoute. Un grand merci à Claire à la régie et un merci à Canal Sud pour cette belle opportunité de venir vous conter nos queerités. On va se quitter en musique avec le morceau de Rachel, Allison et Meryl. Meryl, c'est une rappeuse, chanteuse, compositrice, interprète martiniquaise. Et Rachel Allison, c'est une artiste guadeloupéenne qui s'exprime souvent à travers le R&B, la trap, le guaca et la salsa. Leurs chansons abordent le thème des abus sexuels sur mineurs et en particulier au sein du cercle familial. Les paroles mettent en lumière la douleur et le silence imposés aux victimes, souvent contraintes de faire taire leurs souffrances. À travers leurs chansons, elles encouragent les jeunes à briser ce silence et à chercher de l'aide, soulignant que de tels actes sont inacceptables et que les victimes ne sont pas responsables des abus subis. Le morceau s'appelle « Ma petite ». Oh yeah, ma petite tout dehors c'est corps. Oh yeah, oh, ma petite tout dehors c'est corps. J'ai mieux à t'offrir si silence et d'or. Je réveille le quartier si jamais t'as mal. Je te rendrai justice avant les cops. Parle-moi si tonton te touche, n'aie pas peur, dis-moi il a pas le droit. Si jamais c'est Nyama se touche, non je suis pas là pour toi quand tu reviens sur les genoux, dans la main, dans les cheveux, des bisous dans le cou. Ça reste entre nous, il te dit que c'est mieux que maman ne sache pas. Tu sais bien qu'elle aura mal à cause de toi. Chérie, parle, demande de l'aide. Aucun vrai papa ne fait ça. Baby, parlez, même si il rêve. En cette épique et manier, moi c'est ok. Redoutable phobie de voir un chien t'approcher. Pété qu'on grand, peut pas laisser s'arriver. Et grand homme de laisser release, salope cassée. C'est l'histoire de pervers protégés. Baby, t'aimerais qui apprendre fou, c'est consentement. Puisque pas tout le monde ça beaucoup évident. Et comme personne ne peut pas dire autres livres franchement. Si ça t'en tenait un sac plein de chaises, attends mes deuils. Ma petite dehors c'est quoi? J'ai mieux à t'offrir si silence et d'or. Je réveille le quartier si jamais t'as mal. Je te rendrai justice avant les cops. Parle-moi si tonton te touche, n'aie pas peur, dis-moi il a pas le droit. Si jamais c'est Nyama se touche, je suis pas là pour toi quand je reviens, dis-moi. Tu n'ouvres la bouche que pour parler ou quand je te nourris. Tu sais les monstres ne sortent pas qu'à Halloween. T'es ma petite sœur, t'es ma chair, t'es mon sang. Si te veulent ton innocence, la mort c'est la rançon. Éduquez vos fils, la jupe c'est pas un risque. Même voyez se font écorcher le pubis. Dis-moi à quoi ça sert d'appeler la police. Si je t'applique, mais rien pas d'appeler. Les grandissent mais jamais ne guérissent. Domineur, il chante comme R. Kelly, ok. Ma petite dehors c'est quoi? J'ai mieux à t'offrir si silence et d'or. Je réveille le quartier si jamais t'as mal. Je te rendrai justice avant les cops. Parle-moi si tonton te touche, n'aie pas peur, dis-moi il a pas le droit. Si jamais c'est Nyama se touche, non je suis pas là pour toi quand je reviens, dis-moi. Ma petite dehors c'est quoi? J'ai mieux à t'offrir si silence et d'or. Je réveille le quartier si jamais t'as mal. Je te rendrai justice avant les cops. Parle-moi si tonton te touche, n'aie pas peur, dis-moi il a pas le droit. Si jamais c'est Nyama se touche, non je suis pas là pour toi quand je reviens, dis-moi. Pas
pas même parler si c'est tes cousines, moi, on dit. Pas meilleur, moi, si c'est tissé, moi. Pas meilleur, moi, tu sais, moi, pas même parler si c'est cousines, moi, faut on dit.